Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde dédiée aux acteurs de l'innovation du plateau de Saclay. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir des représentants de clés de notre écosystème, la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris, Systématique Paris Région, la SAT Paris-Saclay, IncuAlliance, la French Tech Paris-Saclay et l'IRT Systemix. Vous l'aurez compris, on va parler de Paris-Saclay. Le plateau de Saclay, c'est souvent qualifié de Silicon Valley à la française, est un territoire d'excellence et d'innovation. Son histoire remonte à plusieurs décennies, marquée par une vision ambitieuse de rassembler sur un même territoire des acteurs académiques, industriels et institutionnels. Depuis les années 50, avec l'installation des premiers centres de recherche et jusqu'à aujourd'hui, le plateau de Saclay a vu se développer un écosystème unique en son genre. L'Université de Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et les nombreux laboratoires de recherche ont posé les bases d'un pôle scientifique et technologique de renommée mondiale. La communauté d'agglomération a joué un rôle crucial dans l'aménagement du territoire en créant un environnement propice à l'innovation. Systématique, la SAT et IncuAlliance ont quant à eux permis de transformer les résultats de la recherche en innovation concrète en soutenant les startups et les entreprises dans leur développement. La French Tech et l'IRT illustrent parfaitement la dynamique de collaboration qui anime notre écosystème. La French Tech fédère des acteurs de la tech et de l'innovation, tandis que l'IRT Systemix, en tant qu'institut de recherche technologique, joue un rôle clé dans le développement des projets collaboratifs de R&D. La complémentarité de ces acteurs est au cœur de notre succès collectif. Chacun apporte une expertise unique, mais c'est ensemble que nous pouvons accompagner efficacement les acteurs de l'innovation. La synergie entre les acteurs de la recherche académique, le soutien institutionnel et l'accompagnement des startups et le développement technologique sont indispensables pour relever les défis de demain. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer cette complémentarité et de voir comment elle se traduit concrètement dans nos actions et nos projets. Merci à tous d'être ici. Sylvie Retailleau, je vais vous laisser prendre un micro. Vous avez été la présidente de l'Université Paris-Saclay avant de devenir ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche entre 2022 et 2024. En ouverture de table ronde, j'aurais quelques questions à vous poser. Au niveau français et international, comment est perçu le campus Paris-Saclay ? Quelles planètes se sont alignées pour que le projet porté par la sphère politique et les acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche soit un succès ? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance, que nous avons tous bien compris ici, de travailler ensemble et de mutualiser les compétences alors que les budgets se resserrent et parfois se réduisent, sans que chacun ne perde son identité et ses compétences ? Alors déjà, merci de l'invitation. Et on se disait tout à l'heure, 20 ans déjà, en tout cas pour Systématique. Et je crois que ça représente aussi le temps de créer cette dynamique de projet, puisque tu as rappelé qu'en fait, l'histoire sur cet environnement a commencé dans les années 50 et avec des personnages et des scientifiques illustres, puisqu'il s'agissait des Joliot-Curie qui sont venus ici sur le plateau pour le CEA, sur la vallée, et ça partait effectivement d'un portage politique, puisqu'à l'époque déjà, c'était le général de Gaulle qui avait porté le développement de tout ce qui était politique des accélérateurs en même temps que la construction du CERN, que la France compte dans le paysage de la physique des particules et du CERN. Et donc le général de Gaulle et l'État a initié ce campus avec Frédéric et Irène Joliot-Curie et l'installation de grandes infrastructures de recherche. Donc c'est à la fois ce temps long dont on a besoin pour étape par étape faire évoluer le projet, et c'est un projet qui a évolué étape par étape, et on a vu une dernière, peut-être pas dernière d'ailleurs, mais cette étape-là récemment dans les 10 dernières années, qui a été une étape vraiment d'innovation aussi, de passage à l'échelle et de rassembler un potentiel scientifique extraordinaire dont nous avons collectivement la responsabilité, une responsabilité pour les talents, de les former par rapport aux besoins économiques, socio-économiques, mais aussi à la connaissance et aux compétences ad hoc, et puis par rapport à une recherche à la fois fondamentale pour préparer l'avenir, et le monde académique, si le monde académique ne le fait pas, personne ne le fera à sa place, et puis une recherche qui va transférer vers la R&D, le monde de l'entreprise, créer des startups, et tout ça, c'est vraiment cette étape que nous vivons depuis plus d'une dizaine d'années. Académie, privée, publique, académie, R&D, centre de R&D des entreprises. Et je pense que c'est ce qui est reconnu, pour répondre à la première question, vraiment à l'international. Moi, en tant que présidente d'université et en tant que ministre, je suis allée dans de très nombreux pays, et dans tous les pays, les 2 établissements français dont on me parle systématiquement, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'autres et tout, c'est les établissements du plateau de Saclay, c'est Paris-Saclay et Sorbonne Université.
Sorbonne, c'est l'histoire de la France, c'est une marque historique et c'est aussi une grande université. Mais c'est vrai que c'est le plateau de Saclay, tout le monde en parle. Et tout le monde en parle non seulement par rapport à son potentiel scientifique, mais son évolution. Et quand on emmène des délégations étrangères, internationales, qu'elles soient des entreprises, de l'académique, etc., visiter ce qui est ici sur Saclay, c'est vraiment... je dirais un réflexe d'abord d'admiration de cette évolution, de ce qu'on a réussi à faire et de cette proximité entre les différents profils. Donc c'est ça, c'est une richesse, c'est comment faire évoluer, que ce soit le public, le privé, l'académique et les entreprises, pour plus travailler ensemble, pour mieux travailler ensemble. Et chacun doit évoluer et évolue depuis des années. Comment on fait dans le milieu académique, on casse un peu les silos entre ce qui est très français, universités, grandes écoles, organismes, et en même temps en respectant les spécificités parce que ça en fait la richesse, et en même temps de mélanger ces différentes cultures, ces différents savoir-faire et compétences, c'est ce qui va nous faire avancer, et justement dans le cadre de l'innovation encore plus particulièrement. Et cette proximité géographique entre les centres de R&D, les incubateurs, quand on voit la SAT, Incubaliance, l'IRT systématique, etc., tous ces outils, ces pépinières, etc., ça permet de faire toute la chaîne pour permettre la formation, la recherche et l'innovation, et évidemment le transfert avec des technologies de pointe vraiment très évoluées. Donc c'est une reconnaissance très forte, et effectivement c'est lié, et depuis les années 50 par étapes, à un soutien, quand on voit tous les bâtiments qui ont émergé ces 10 dernières années, avec le plan campus, avec effectivement des grandes infrastructures de recherche, du synchrotron, le ISE au CEA, le laser Apollon, la salle blanche du C2N qui est juste en face. Enfin, toutes ces grandes infrastructures ont eu un soutien continu de l'État, quelle que soit, je dirais, la couleur politique depuis plusieurs années. Donc ça, je pense que c'est un vecteur fort de notre environnement et de notre écosystème. Il faut continuer. Et quand je dis de l'État, je dirais aussi des collectivités de tous les niveaux, de la région. Et je pense qu'effectivement, vous avez parlé de l'agglomération qui a aussi contribué fortement à l'aménagement, mais toutes les collectivités, donc du territoire jusqu'au plus haut sommet de l'État, ça a été important. Et puis évidemment, la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics, privés, avec une volonté de créer cette Silicon Valley à la française, mais du 21e siècle, et d'avoir cette responsabilité de faire fructifier le potentiel académique, mais aussi des centres de R&D privés qui se trouvent sur le plateau. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, avant de me retourner vers les invités dont vous avez déjà pas mal parlé, je voulais faire un petit rappel historique parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, Sylvie, le choix de Paris-Saclay ne tient pas au hasard. L'histoire commence, si ma mémoire est bonne, alors ma mémoire ne va pas jusque-là, mais en 1927, il y a presque 100 ans, avec l'installation du laboratoire Aimé Cotton à Orsay. C'était une annexe du laboratoire de recherche physique de la Faculté des sciences de l'Université de Paris, et qui incitera effectivement Irène Joliot-Curie en 1942 à signaler au recteur de l'université l'existence d'un potentiel sur le plateau de Saclay. Et effectivement, elle avait bien vu. En 1955, l'Université de Paris s'implante sur la commune d'Orsay et de Bure-sur-Yvette. Le campus deviendra ensuite l'Université Paris-Sud 11 et en 1971 et l'Université Paris-Saclay en 2019. Parallèlement, l'école centrale des travaux publics, fondée en 1794, qui était devenue l'école polytechnique un an plus tard, quitte la montagne Sainte-Geneviève pour s'installer à Palaiseau. Je vais me retourner vers Thierry Coulon, le président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris, et vers Xavier Apolinarski, le vice-président de l'Université Paris-Saclay, en charge de l'innovation. Merci à tous les deux de nous accompagner cet après-midi. Vos établissements sont à l'origine du campus, qui ne cesse de se développer. En quoi, pour l'un et pour l'autre, est-ce que c'est important de regrouper les meilleurs établissements français en un lieu unique? Et quelles sont les collaborations que mettent en place les acteurs de la formation pour enrichir ce campus? Et en question complémentaire, est-ce que vous pourrez nous parler tous les deux rapidement des PUI, ces pôles universitaires d'innovation qui rassemblent un grand nombre d'acteurs qui sont ici présents? On va peut-être commencer par vous, Thierry Coulon. Non, j'allais dire à Xavier de tout dire et je dirais le reste, mais... Bon, moi je réfléchissais à cet événement et je me disais 20 ans. 20 ans, qu'est-ce que je faisais il y a 20 ans exactement? Et alors, quelque chose m'est revenu que je vais vous raconter, qui est assez rigolo. On est en septembre 2005. Je viens d'être élu depuis une petite année à la tête de l'université de Cergy-Pontoise.
Entre parenthèses, l'université de Cergy-Pontoise, c'était une antenne de la faculté des sciences d'Orsay et de Nanterre. Orsay nous a vite oubliés. Et Nanterre, ça s'est un peu terminé dans le sang. À cette époque-là, moi je pensais à une chose, Cergy. Je suis pas sûr que j'allais... Enfin, si, on avait des collaborations avec des gens d'Orsay, c'était très bien, mais bon. Et il y a un truc qui se passe à Cergy qui s'appelle les ateliers d'été d'architecture de Cergy-Pontoise. On réunit des étudiants en archi, en urbanisme du monde entier, et puis on les fait travailler sur un thème. Cette année-là, le thème, c'était l'aménagement du plateau de Saclay. J'étais pas très content. Spontanément, mais président de Cergy, je suis là pour pousser Cergy, c'est l'aménagement du plateau de Saclay. Bon, ok, bon, c'est intéressant, je reconnais, c'est intéressant. Mais, et il y a l'événement de clôture qui doit avoir lieu à l'X. Bon, mais ce jour-là, le président de la République vient à Cergy parce qu'on avait un master avec Veolia, il vient installer, il vient inaugurer je ne sais quoi, et donc je dois me déplacer pour aller, parce que Jacques Chirac... Simplement, dernier moment, on est en septembre 2005, ça vous dit rien? Au dernier moment, le président de la République a fait un AVC, et bon, dommage, l'événement est annulé, et donc je me dis, bon, il n'y a rien à faire cet après-midi, je file à Polytechnique. Bon, pour moi, filer à Polytechnique, ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que ça a toujours un petit sel particulier. Je n'étais pas beaucoup revenu depuis 1977. Et donc, j'arrive, je crois, à l'arrache. J'étais sur la table ronde, je monte sur l'amphi, sur la scène, du Poincaré. Et il y a une députée du coin qui est en train de dire « mais le cœur du pôle systématique », parce qu'on parle du pôle systématique à ce moment-là. Le cœur du pôle bat à Saclay. Bon, j'avoue, Sylvie, les autres, vous me pardonnerez, je lui ai un peu volé dans les plumes. Parce que depuis des mois, on avait des réunions à la préfecture du Val d'Oise, les amis, aussi, pour dire systématique. Et c'est marrant, rétrospectivement, comme on croyait, et au fond on avait raison à tous ces outils. C'était l'époque des presses, mais on s'accrochait à la possibilité des presses, et un pôle de compétitivité, mais c'est génial, on va rentrer en contact. Surtout le complexe du petit, qu'on a du mal à comprendre ici, parce que plutôt le complexe du grand, mais le complexe du petit, de comment s'accrocher à des outils nouveaux et prometteurs. Et donc moi je fais un cirque avec le préfet, etc., pour qu'on soit dans l'histoire. Et quand j'arrive sur cette scène, et que parce que vous l'avez reconnu, Valérie Pécresse est en train de dire le pôle du... boum. Bon, donc, et voilà, il y a aussi Cergy, etc. Des années, qui m'aurait dit que je me retrouverais peu de temps après au cabinet de Valérie, qu'on bousculerait deux, trois choses, qu'ensuite il y aurait les investissements d'avenir qui lanceraient aussi des histoires, etc., et le discours de 2017, et ce qu'on a essayé de construire. Donc, j'en dis pas plus, mais simplement, à la fois, on a raison quand on sent des outils qui vont faire vibrer les choses. Et à l'époque, j'étais complètement... D'abord, je voyais les choses d'un certain point de vue qui était très situé géographiquement, et d'autre part, je pense que personne d'entre nous n'était capable de remplir l'intuition qu'il y avait derrière cet outil qui était le pôle de compétitivité. Et Dieu sait qu'il y a un écosystème autour qui s'est créé. Et vous parliez des PUI, qui est un des derniers avatars de la chose. Pour moi, le PUI, c'est les établissements ont la possibilité de créer une politique d'innovation, possibilité qui leur avait été un peu déniée par des outils plus anciens, qui ont bien réussi et qui s'appellent la SAT, et on a une SAT en commun, et Sébastien est là, et Xavier en connaît un petit rayon. Peut-être, est-ce que dans cette profusion d'outils, on a réussi, par des voies différentes, à commencer à construire un paysage qui, Sylvie le rappelait, se voit de loin, a vraiment un sens. Bon, je l'espère. Et en tout cas, non, c'est un mensonge. C'est pas 20 ans qu'on... Non, c'était hier, là, vous vous trompez, il y a une erreur. Non, c'était hier que ça commençait. Donc, moi, j'étais pas à Cergy, mais j'étais déjà à Paris-Saclay, effectivement. Et je pense que le pôle systématique était déjà en construction. Et finalement, les valeurs ou les valeurs initiales de systématique à l'origine
qui était faire collectif, travailler des roadmaps, construire des projets. Finalement, ces valeurs-là n'ont pas bougé parce qu'elles restent d'actualité et elles restent quelque part d'une utilité commune pour tout le monde. Systématique a grandi avec on va dire une extension nationale normale. Par contre, ce qui est important peut-être aujourd'hui de souligner, c'est qu'on a beaucoup progressé sur l'accompagnement de la liaison plutôt entre l'industrie et les laboratoires de recherche. Et ça, c'était un des fondements initiaux du pôle de compétitivité. On a beaucoup évolué sur l'accompagnement des startups, je pense. On a outillé ça. Il y a eu beaucoup d'outils qui sont arrivés. Et on est resté, je pense, encore sur un travail qui est à refonder, à toujours revenir dessus. C'est le lien entre les PME, les ETI et les laboratoires de recherche. Ça a été, dès le début, avec Systématique, un objectif. Elles sont toujours là d'ailleurs, les PME sont présentes, mais ce lien est à géométrie variable, je pense, en fonction de la dynamique économique, en fonction de la maturité des établissements de recherche, à dialoguer d'abord avec ces PME, puis à travailler ensemble. Et je pense que le rôle des pôles de compétitivité a permis quand même de fédérer tout ça. Et aujourd'hui, dans le paysage 2025 de l'Université Paris-Saclay, effectivement, on a mis en place un PUI, puisque tu as abordé ce sujet-là, mais on a déjà une volonté avec le PUI de mieux se caractériser au sens quelle est l'offre d'innovation qu'on est capable d'apporter sur tous les domaines d'activité des 18 graduate schools de l'université. Et ça, je pense que ça peut vous paraître anodin, mais les graduate schools de l'Université Paris-Saclay, c'est la totalité de la recherche. Et d'être capable aujourd'hui, avec ces graduate schools, un industriel a un point d'entrée qui n'existait pas il y a 20 ans, un point d'entrée quelque part unique sur une thématique, il a accès à toutes les compétences des établissements de recherche qui composent l'université, parce que les chercheurs sont tous dans les graduate schools. Et donc aujourd'hui, avec un interlocuteur qui est la graduate school sur un domaine scientifique à l'Université Paris-Saclay, un industriel, PME, grand groupe, va être capable d'accéder finalement à une diversité de compétences qui est foisonnante. On va même être capable d'apporter de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire d'avoir une réponse beaucoup plus riche que la première expression de besoin. Et c'est quelque chose qui a été instruit à l'origine dans Systématique, puisqu'on réunissait justement ces industriels avec ces laboratoires. Là, aujourd'hui, c'est outillé, et je pense que c'est important que vous le sachiez. C'est processé, c'est-à-dire qu'on a des process pour communiquer les besoins des entreprises vers les laboratoires de recherche, vers les chercheurs. Et ça, c'est une évolution, je crois, majeure en 20 ans, d'avoir tous ces structures et ces outils qui nous ont permis de mieux caractériser, de mieux processer et quelque part, j'ai envie de dire, d'avoir la capacité humaine à promouvoir ces compétences scientifiques au bénéfice ou avec les PME et les ETI. Parce qu'à la base de tout ça, c'est d'abord la confiance qui est le moteur finalement de la collaboration. Et les pôles de compétitivité ont toujours mis un peu l'humain au centre de la collaboration et de l'innovation, et notamment à Paris-Saclay avec Systématique. Voilà, les réunions systématiques, c'était d'abord des réunions qui fédéraient un collectif, et aujourd'hui, dans les PUI, on a fédérer ce collectif à l'échelle de l'université et de l'ensemble de ses membres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on est aussi capable aujourd'hui d'aborder la relation avec l'entreprise à 360 degrés, donc non plus que sur la dimension scientifique et technologique, mais on est aussi capable aujourd'hui d'aborder sur la dimension campus management, c'est-à-dire j'ai besoin d'accéder à des talents, j'ai besoin de connaître les plateformes, j'ai besoin d'une animation qui fasse connaître mon entreprise au sein du campus. Et bien ça, c'est quelque chose qui vit et qui s'opère au quotidien à l'Université Paris-Saclay et souvent aussi en concertation avec l'IPP, puisqu'on a pas mal d'outils en commun et ça nous permet, quand on est avec des industriels internationaux, je pense que Paris-Saclay, pour eux, c'est un tout. La dichotomie qu'on a parfois n'est que très peu existante. Donc là, on a vraiment structuré ça et je pense que les valeurs, et c'est mon message important,
de Systématique il y a 20 ans, et malheureusement j'étais déjà là, sachez qu'elles restent des valeurs fédératives et de construction de l'innovation telle qu'on l'opère aujourd'hui avec d'autres outils, dont Systématique, mais c'est vraiment très stimulant. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, quand je pose des questions individuelles, les réponses sont collectives. Parle-moi de toi, je vais te parler de nous. Et c'est vraiment ce qui caractérise l'écosystème. Alors, merci beaucoup Thierry, merci Xavier. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout s'accélère en 2000 quand le président de la République annonce l'arrivée de nouvelles écoles et d'un métro, dont les premières rames circuleront derrière nous d'ici 18 mois. Cette concentration d'excellence a permis l'émergence d'un certain nombre de nouveaux acteurs. Alors, un petit peu avant Incube Alliance, qui était là dès l'an 2000, Systématique en 2005, l'IRT Systemix en 2012, la SAT Paris-Saclay en 2014 et la French Tech en 2019. Partenaire important de l'IPP et de l'UPS, la SAT Paris-Saclay se concentre sur l'accélération des transferts de technologies issues des laboratoires de recherche vers le marché. Je vais me tourner vers Sébastien Magnaval, vous êtes le nouveau président de la SAT Paris-Saclay. Est-ce que vous pouvez nous présenter les actions de la SAT ? Oui, ça doit être faisable. Donc, je vais reprendre un petit peu cette logique qui a été exprimée par Thierry et par Xavier. Donc, la SAT, c'est cet outil commun. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Enfin, toute cette histoire qui a été brillamment rappelée a abouti effectivement à un outil dont la logique même, finalement, autour de ses actionnaires, de ses bénéficiaires, c'est d'accompagner l'idée qui est dans le laboratoire vers le marché. C'est aussi simple que ça. C'est cette logique qui avait du mal peut-être à voir le jour, malgré des initiatives qui ont été rappelées, malgré la possibilité de se rencontrer, etc. Il y a quand même eu, à un moment donné, la prise de conscience par l'État que les chercheurs devaient être accompagnés un peu plus logiquement dans ce qu'il n'est pas. Il a la preuve de concept, il est le scientifique, il a l'envie, mais à un moment donné, l'aider à faire sortir cette science du laboratoire pour qu'elle devienne demain, à travers une start-up ou à travers le transfert vers une entreprise existante, qu'elle devienne cette idée une réalité économique, une réalité applicative, une réalité avec de l'impact. Et l'impact est quand même essentiel aujourd'hui pour les chercheurs. Ça l'a toujours été, certes, mais il me semble qu'on entend régulièrement, très très régulièrement, la volonté qu'on a tous les uns les autres de tenir compte de cet environnement complexe, compliqué. Regardez-moi, il fait chaud, il y a des mouches. Il faut lutter à un moment donné. Donc on a besoin, voilà, on a besoin un petit peu de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure et de venir, non, ne me frappe pas, et de venir quand même voilà, l'améliorer. Donc la SAT Paris-Saclay, pour faire simple, elle accompagne, elle est l'acteur du continuum de la prématuration vers la maturation, vers le marché. Une idée, c'est une preuve de concept scientifique, on va la prématurer, on va lui donner un peu plus de vie, un peu plus de corps. La SAT Paris-Saclay travaille déjà à ce moment-là avec les chercheurs, avec les cellules de valorisation, à comprendre le potentiel de cette science. Est-ce qu'on peut la transférer ou est-ce qu'on va la valoriser d'une autre façon? Donc on est déjà à l'origine avec le chercheur, avec les cellules, avec vos collègues dans les universités, dans les écoles, pour comprendre où on peut aller. Si elle a un potentiel, vous commencez à investir, vous, Institut Polytechnique de Paris, vous, les ONR, vous, l'Université Paris-Saclay, vous allez être les premiers financeurs pour donner une chance à cette science de commencer à se matérialiser. On fait un petit pas en avant, ça s'appelle une prématuration. Et derrière cette prémat, la SAT, comme son nom l'indique, elle est là pour maturer et donner encore une fois une opportunité de transférer la techno. Donc nous sommes le deuxième investisseur après vous. Notre ticket est un peu plus important, l'État nous a dotés de façon un petit peu plus importante. On est capable de passer 2 ans, 3 ans avec le chercheur, d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour commencer à structurer ce qui sera demain, on l'espère, une vraie opportunité de création d'une start-up, encore une fois, ou de transférer vers un industriel. Et là, la boucle va être bouclée. On a besoin aujourd'hui de la relation effectivement avec les entreprises, que les laboratoires parlent avec les entreprises, que les SAT soient au milieu de tout ce jeu. On a besoin que ça se sache, on a besoin que les rencontres se fassent, que les envies se créent. Donc les collectifs comme celui de Systématique Paris Région sont des endroits dans lesquels il faut qu'on apprenne sans doute encore un peu mieux. Jean-Luc, c'est peut-être, et tant mieux si on a des pistes d'amélioration, apporter encore un peu plus le résultat de nos investissements, que ça se sache plus dans ton écosystème pour que les rencontres soient encore un peu plus pragmatiques. Je veux dire, aujourd'hui, l'envie de faire des choses ensemble, c'est bien. Si la brique existe et si le besoin de l'industriel, si le besoin du marché est avéré, alors on fera des choses ensemble.
Je crois que c'est une logique que Paul t'exprimera encore mieux que moi sur ses besoins de faire des choses pragmatiques à un moment donné ensemble. Donc j'ai un côté un peu moins rêveur peut-être que certains, et tant mieux. La SAT, elle doit avoir ce pragmatisme, elle est un investisseur. Voilà, donc elle est l'investisseur commun à l'Institut Polytechnique de Paris, à l'Université Paris-Saclay. Mon prédécesseur aimait à dire qu'on était la Suisse de Paris-Saclay. Alors je ne pense pas que c'était pour le côté couteau suisse de la chose, mais c'était le coffre-fort peut-être. Non, on a vraiment une vocation à être très dispendieux, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, la volonté d'être l'outil commun de 320 laboratoires, c'est une belle idée. Y amener encore une fois un peu de pragmatisme, un peu de volonté de faire sortir la science du laboratoire, c'est bien ce qui nous anime aujourd'hui. Voilà. Alors merci beaucoup, merci Sébastien. L'idée est sortie du laboratoire, elle a été accélérée vers la SAT. La start-up est créée et elle a besoin maintenant d'être incubée. Et je vais me retourner vers Ariel Santé. Ariel, vous êtes la directrice générale d'Incuballiance, qui est l'incubateur technologique de Paris-Saclay, labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Comment Incuballiance s'inscrit dans le paysage du campus? Merci beaucoup Fabrice. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, les incubateurs de la recherche publique, si je reviens dans l'histoire, ont été créés par la loi de l'innovation en 1999 et Claude Allègre, mais maintenant on dit incubateur de la recherche publique, parce que oui, c'est Claude Allègre. Et leur vocation était d'accélérer la création de start-up. Donc quand elles arrivent, elles ne sont pas encore créées en fait. Et donc on accélère la création de start-up. La mission a changé, puisque la mission s'est complétée. Au-delà d'accélérer la création de start-up des laboratoires académiques, on a aussi eu comme mission d'incuber d'autres startups et de les mixer, de les adosser à la recherche publique. Et ainsi de favoriser ce mixage public-privé. Donc ça, actuellement, ce sont nos missions, dans les deux sens. De la même façon, les membres ont évolué. Les membres fondateurs, c'était le CNRS, l'Université Paris-Saclay, qui s'appelait évidemment pas comme ça à l'époque, Paris 11, l'Université d'Orsay même, hein, peut-être dans Paris 11 déjà. Voilà. Le CEA et l'ONERA. Donc les plus demandeurs à l'accélération de start-up. Les membres ont évolué et maintenant ils sont 20, dont aussi la French Tech. Donc vous voyez, tout ce paysage a été brossé. Notre périmètre s'étale de Paris-Saclay, Évry, Gustave-Roussy, on fait tout ce cercle-là, Versailles, puisque les incubateurs de la recherche publique ont été créés, territorialisés. Le sud, le nord, l'ouest, voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire sur notre ancrage territorial. Voilà. Maintenant, comment on travaille et comment on réussit à faire ça? Alors, on travaille sur 3 programmes. Sensibilisation que pour les chercheurs, pré-incubation pour les projets qu'on ne trouve pas encore assez matures, et puis accélération, incubation-accélération pour les startups. Vraiment, l'objectif, c'est entrepreneurial. On est majoritairement des docteurs entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on sait parler aux chercheurs, on les comprend, mais surtout, on sait les faire muter. Quand on n'arrive pas à les faire muter, eh ben on va les adosser à des gens qui sont déjà beaucoup plus business. Notre leitmotiv à nous, c'est de créer des sociétés qui augmentent extrêmement rapidement et qui lèvent des fonds. C'est-à-dire qu'on ne va pas incuber des sociétés qui n'ont que comme vocation de devenir soit des PME, soit des consultants, soit des bureaux d'études. Voilà, ça ne sera pas du tout notre objectif. Donc l'objectif, c'est vraiment s'accrocher aux technologies de rupture, de la deep tech, des levées de fonds. On accompagne environ 60 projets par an sur les programmes, mais aussi les alumni, parce que les alumni reviennent et ont toujours besoin, à un moment, de retrouver source de jouvence, conseils bienveillants ou petits push en avant, bref, tout cela. Donc c'est notre rôle dans l'écosystème, c'est vraiment de lier la recherche publique, mais pas que, de lier aussi le privé à la recherche publique. Merci beaucoup. Alors, on va souhaiter aussi un bon anniversaire à Incuballiance, qui fête cette année ses 25 ans. Alors, pour aider les startups à surmonter les obstacles liés à la croissance et favoriser l'innovation collaborative entre les partenaires industriels et académiques, l'IRT Systémics a été créé pour accélérer la transformation numérique des industries, des services et des territoires. Paul Labrégère, vous êtes le directeur général de l'IRT. Quel est votre rôle dans l'écosystème? Merci Fabrice. Je vais insister moi sur les différenciateurs en fait de l'IRT Systémics qui en fait un objet unique. Comme ça va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'on apporte à cet écosystème. Je dirais qu'il y a 2 différenciateurs majeurs. Le premier, c'est qu'on est un dispositif market pool en bon français, tiré par le marché.
Et ça, c'est un des seuls, je pense le seul dispositif, hein, les instituts de recherche technologique en France, qui est tiré par le marché. Ça veut dire qu'on a une gouvernance industrielle et que quand on lance des projets, c'est des projets qui sont lancés autour de cas d'usage, qui sont tirés par les industriels. Donc, un premier différenciateur important. Le deuxième différenciateur, c'est qu'on est organisé en mode projet. Ça peut paraître évident, mais être en capacité de mobiliser des ressources avec des compétences et s'adapter à des standards internationaux en termes de gestion de projet. Ça veut dire qu'on sait faire du projet, ça veut dire que pour des industriels qui viennent travailler avec nous, on parle leur langage, on sait travailler dans un modèle, dans une matrice qu'ils comprennent. À titre d'exemple, on a opéré le plus grand programme de R&T autour de l'IA de confiance pendant 4 ans. Et c'était un programme de 45 millions d'euros avec plusieurs dizaines de partenaires. Donc voilà le type de projet qu'on est capable de mener. Donc market pool, organiser projet. Et je dirais que moi je voulais en profiter aussi pour remercier Systématique, parce que si je me replace quelques années en arrière, il y a une filiation évidente entre Systématique et Systémix. D'ailleurs le nom est parfois ambigu ou peut porter à confusion. Mais on a été, je pense, créé parce que la dynamique des projets collaboratifs qui étaient issus de la labellisation de Systématique, de ces feuilles de route qu'évoquait Xavier à l'époque, on a vu une force énorme dans ce collectif, mais il y avait parfois une frustration qui était de se dire à la fin du projet comment on capitalise finalement sur les résultats, et d'où l'idée aussi de créer l'Institut comme une plateforme qui permet de capitaliser les résultats de projet en projet. Et donc on a en 2012 créé l'Institut. Il y avait, je pense qu'on peut citer aussi Dominique Vernet, qui était aussi très visionnaire sur ces sujets-là, et puis Jean-Luc, qui était déjà là à l'époque en tant que président. Voilà, et je pense qu'en 10 ans, on a trouvé notre place dans cet écosystème. À titre d'exemple, je parlais de l'IA de confiance tout à l'heure avec ce grand programme de R&T. On est en train de déposer les statuts d'une association où on vise à faire rayonner les résultats de ce grand programme de R&T à l'échelle européenne. Et donc on aura en septembre, on organise un sommet dans ce lieu, en fait, le sommet européen sur l'IA de confiance. Et donc vous êtes déjà tous conviés à vous enregistrer. Ça sera le 16 septembre dans les locaux de DF Lab à Paris-Saclay. Et donc je pense qu'on a collectivement, avec les industriels qui étaient avec nous, avec les académiques qui sont au cœur du projet, on a créé l'état de l'art finalement sur ce sujet-là. On a pris ce leadership en France, mais aussi en Europe. Et je crois que c'est important d'avoir des projets un peu moonshot comme ça, en tout cas des projets emblématiques. Et donc, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres projets avec tout l'écosystème. Et puis, je voulais juste mentionner un point, c'est que ces plateformes, on les a construites, on est arrivé à un niveau de maturité qui aujourd'hui nous permet de les mettre à disposition des startups. Et c'est quelque chose qu'on commence à opérer avec le soutien de la région Île-de-France. Et donc, en particulier pour les startups des incubateurs du plateau, on vient apporter, en fait, on vient les aider à mettre le pied à l'étrier. Et donc, c'est aussi un appel que je fais pour tout ce réseau, en fait, collectivement, c'est de venez utiliser les plateformes de l'IRT, venez mettre le pied à l'étrier, et surtout, on vous mettra en relation avec ce réseau d'industriels qui est la force de Systémix aujourd'hui. Merci Paul. Alors avant de me tourner vers mon président, j'aimerais que l'on parle de la French Tech à Paris-Saclay et maintenant sur l'ensemble du territoire essonnien et yvelinois. C'est à Ségolène Dufour-Gensson que revient la tâche d'animer la French Tech. Mais Ségolène, alors on parle beaucoup de la French Tech un petit peu partout dans les médias, mais qu'est-ce que c'est que la French Tech et comment est-ce que vous travaillez avec l'ensemble des partenaires ici ? C'est une question piège, parce que la French Tech, c'est plein de choses. Merci beaucoup, on est vraiment ravis d'être ici. La French Tech, en fait, la French Tech Paris-Saclay, c'est avant tout une association d'entrepreneurs, pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs. Nous, sur le territoire de Paris-Saclay, qui est notre territoire historique depuis 2019, et sur toutes les Yvelines et l'Essonne, qui est notre territoire, le territoire que nous couvrons depuis 2023, on est un facilitateur de l'écosystème. On n'est pas là pour faire le travail pour les entrepreneurs, ni pour les incubateurs, ni pour les agglomérations. On est là pour fédérer tous ces acteurs-là de l'innovation pour soutenir la création, la croissance
et l'accélération des startups et leur apporter le lien et créer le lien dont elles ont besoin pour grandir. La French Tech, c'est également une initiative qui dépend du ministère de l'économie et des finances, qui est vraiment centrale à la stratégie de souveraineté et de développement économique de la France, qui a été soutenue par des gouvernements de tous bords, qui n'a jamais perdu le soutien des gouvernements, quels que soient les aléas politiques et électoraux des 12 dernières années, qui montrent bien que c'est vraiment au cœur de notre stratégie pour accélérer, pour permettre à la France de prendre une place prépondérante au monde dans l'innovation, et notamment dans l'innovation de rupture, et avec tout un tas de systèmes, tout un tas de processus en place que nous, Capital French Tech pour Paris-Saclay, déployons, des programmes que nous déployons sur tout le territoire, qui ont pour but de soutenir l'accélération de la croissance, les financements, de trouver des clients à travers des programmes de mise en relation avec les grands comptes, de faciliter l'accès à la commande publique pour les startups notamment. Parce que le leitmotiv de la French Tech aujourd'hui, dans ces temps économiquement incertains, c'est qu'un euro gagné va plus loin qu'un euro levé, bien que, surtout sur les sujets de deep tech, le problème de financement reste entier et qu'on y travaille également beaucoup. Et nous, vraiment, on essaie d'être le fédérateur. On travaille aussi sur des sujets de diversification des profils dans la tech, notamment à travers la French Tech Tremplin et avec l'appui des incubateurs du territoire. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de nous assurer que toutes nos startups, qui sont maintenant près de 1000 référencées sur le territoire depuis 2019, dont 70% de deep tech, soient soutenues. Et ça passe aussi par un troisième point qui est de faire remonter, justement, grâce à notre proximité à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, les problématiques, les besoins de nos startups et les sujets sur lesquels elles s'investissent. Et j'en veux pour preuve que la French Tech, c'est un écosystème qui a été pensé pour les entreprises du numérique et pour la révolution du numérique, et qui aujourd'hui prend enfin la mesure des challenges des entreprises deep tech, des entreprises de rupture. Et c'est la French Tech Paris-Saclay et l'écosystème de Paris-Saclay qui a réussi à mettre cet écosystème particulier en avant, puisque les moyens déployés pour la tech n'étaient pas adapté aux moyens déployés pour la deep tech. Et aujourd'hui, la priorité officielle de la mission French Tech à la Direction Générale des Entreprises pour la période 2025-2027, c'est de faire émerger les leaders deep tech mondiaux avec des programmes qui seront adaptés aux startups deep tech. Et pour nous, ça, c'est une très, très grande victoire qui est née à Paris-Saclay. Merci Ségolène. Alors, on l'a compris, les projets ont été imaginés, ils ont été incubés, ils sont accompagnés, mais maintenant, ils ont aussi besoin d'être accompagnés et labellisés pour maximiser leurs chances de trouver des partenaires et d'obtenir des financements. Jean-Luc Bella, vous êtes le président de Systématique Paris Région qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Quel est le rôle des pôles dans la politique d'innovation française et comment est-ce que Systématique collabore avec ses partenaires sur le plateau ? Merci Fabrice, merci à tous et toutes d'être présents ici aujourd'hui. J'en suis très honoré. Surtout que la caractéristique sur le plateau de Saclay, c'est que chacune des composantes est dans l'excellence. Ce n'est pas le cas de tous les systèmes, là, que ce soit la SAT, l'IRT. Il y a beaucoup de qualité dans le travail qui est réalisé. Et donc, cette table ronde, d'ailleurs, elle a été inspirée par une visite qu'on a eue il y a quelques mois de la DGE qui faisait une espèce de learning expédition de savoir ce qui se passait sur le plateau de Saclay. Et cet entretien a été très riche, puisqu'en fait, ils étaient en train de mettre en place un plan sur les innovations de rupture. Et donc, bon, on s'est dit, on va reproduire parce que c'est quand même une caractéristique. Alors déjà, le pôle Paris Région n'est pas que sur le plateau de Saclay, j'en suis désolé, mais en fait, on rayonne dans toute l'Île-de-France, mais géographiquement, on a une présence sur le plateau de Saclay qu'on a enrichi, maintenu, et on est très fiers de l'interaction, mais on travaille aussi bien avec Sorbonne Université, avec PSL, avec le site de Satori sur la Défense. Enfin, il y a plusieurs multistructures dans lesquelles le pôle interagit. À l'origine, avant que les pôles soient créés en 2005, avant ça, il y a un rapport qui a été écrit par Christian Blanc sur les politiques de cluster et en quoi ces politiques de cluster sont performantes pour l'innovation. Globalement, pour innover dans une politique publique, c'est assez simple. Il faut de l'argent, une culture entrepreneuriale, des compétences et développer un écosystème.
et le rapport de Christian Blanc disant bon, voilà, on a des structures en France qui ne sont pas structurées en clusters, mais qui ont des racines qui prévalent. Alors après, il y a eu un débat, enfin moi j'étais pas dans les instances gouvernementales, entre une politique sélective de clusters qui se concentre sur une dizaine de pôles visant l'excellence, et puis une politique plus territoriale, c'est-à-dire transformer les territoires avec peut-être des pôles plus petits, mais avec des impacts économiques importants. Alors, entre les économistes, les gens du territoire, il y a toujours eu ce débat-là. Personnellement, puisque j'ai créé et présidé pendant une dizaine d'années l'association des pôles, je peux dire que les deux ont raison et les deux ont tort. En fait, aider les pôles d'excellence comme le plateau de Saclay, c'est important, mais les petits pôles à Limoges, le pôle Chevalin, le pôle du nucléaire, qui a été, quand il a été créé, il a été méprisé et puis maintenant il est adoré. Mais en fait, l'impact économique de ces petites structures en termes de développement économique est fondamental. Là où il y a des pôles de compétitivité, il y a un taux de chômage qui diminue parce qu'il y a une transformation des compétences par rapport aux évolutions de marché. Donc en fait, voilà, il faut avoir des politiques qui soient souples et adaptées aux enjeux du territoire. Donc c'est quand même important de respecter ça. Maintenant, si on revient sur ce que fait Systématique, donc on a été créé avec cette demande d'animer l'écosystème. D'y développer les compétences. Mais là, elles étaient déjà riches au niveau académique et riches au niveau de la R&D industrielle, puisque l'Île-de-France, c'est 40% de la R&D française. Donc, on va dire que la corbeille de baptême était déjà pleine. Il n'y avait pas beaucoup d'efforts à faire. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé les choses en disant on va faire des projets partenariaux, mais on va les concentrer sur les technologies structurantes, c'est-à-dire ces technologies qui changent les dynamiques de marché, qui apportent des choses nouvelles, comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc, bien avant que tout le monde parlait des deep tech, on s'est fait appeler le pôle européen des deep tech il y a plus de 10 ans. On a transformé complètement la visibilité du pôle et on a mis en avant déjà l'intelligence artificielle. Il n'y avait pas des tonnes de monde à l'époque. La cyber, après est venue la photonique, les infrastructures numériques. Et on s'est dit, donc on va focaliser nos efforts d'animation des écosystèmes autour de ces technologies, en embarquant d'ailleurs certaines pour les pérenniser dans le temps. C'est le projet de l'IRT sur l'IA, sur la cyber, parce que là, il y avait au sein de l'IRT une équipe stable. Au sein de Systématique, on labellise des projets, les gens travaillent chez eux, ça tourne, donc c'est parfait, mais il fallait trouver un espace où les gens se rencontrent continuellement, et c'est ce qui s'est passé dans l'IRT. Donc on a travaillé, donc le rôle du pôle, c'est vraiment de travailler l'écosystème avec l'ensemble des partenaires, les laboratoires de recherche, les PME, les startups, les grands groupes. Au début, les grands groupes venaient y faire tourner leurs grands projets de R&D, et maintenant, ils viennent des fois capter des compétences, comprendre des dynamiques nouvelles, parce qu'ils ne peuvent pas adresser l'ensemble des dynamiques. Donc, c'est vraiment ce travail-là qu'on fait au quotidien, qui est d'animer l'écosystème. On a aussi de plus en plus impliqué les investisseurs. Il n'y a pas d'innovation sans argent. Et dans le système français, on a un problème qu'on doit bien connaître dans les French Tech, c'est qu'on a beaucoup de financement public. Donc c'est bien parce que ça génère, mais après on est dans une espèce de vase clos. Ce qui est vraiment important, c'est à retirer, je dirais, le vrai argent, je puis dire, l'argent privé qui vous projette très vite, qui vous accélère. Donc on travaille aussi sur ce sujet-là. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'animer l'écosystème. Et si je dois dire, ici, on a vraiment un écosystème de qualité. On le voit autour de cette table. On fait plein de choses ensemble. Mais ma conviction, les gens qui me connaissent le savent, c'est qu'on est loin de faire assez. Il y a encore beaucoup trop de silos. On parlait des PUI. Voilà, c'est un espace dans lequel on est ensemble, mais qui n'avance que d'un côté. Il y a beaucoup trop de silos. Il faut interagir beaucoup plus parce que la dynamique et surtout les challenges qu'il y a au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe, c'est vraiment d'accélérer un certain nombre de choses, de regrouper les compétences très rapidement pour que les entreprises puissent grandir très vite. On a des entreprises qui démarrent et on a de plus en plus de start-up dans le pôle, dans Systématique. Ça, c'est très intéressant. Mais on voit bien que beaucoup ne décollent pas. Et le système français, finalement, il est pas assez darwinien. Il faut savoir
arrêter très vite les choses pour accélérer là où on a besoin. Et en fait, on a plein de petites structures qui vivent sur la bête, si je puis dire. Et donc, voilà, c'est encore cette transformation qu'il faut mener dans l'écosystème. On est vraiment sur la bonne voie, avec des bonnes compétences clés, mais il faut encore désiloter les structures, il faut encore accélérer les entreprises qui ont un potentiel important. On voit un mécanisme d'accélération autour de Mistral. Là, bon, c'est très bien, mais on va voir sans doute, puisqu'on est dans un territoire où il y a beaucoup d'acteurs du quantique, les Pasquale, les Candela, Alison Bob, etc. C'est magnifique. Bon, mais on sait qu'à la fin du game, il y aura un ou deux vainqueurs sur ces sujets-là. Donc il faudra à ce moment-là, et ce n'est pas toujours des décisions faciles, mais accélérer là où l'entreprise peut grandir. C'est vraiment la rupture, elle est là. Il n'y a pas de... L'innovation de rupture se caractérise souvent par un ou deux vainqueurs, en fait. Il n'y a pas de la place pour... Donc souvent, ça a été les États-Unis. Sur certains sujets, c'est la Chine. La voiture électrique de demain sera malheureusement chinoise, ça va trop vite de ce côté-là. Donc on a plein de sujets, plein de challenges devant nous. Il faut qu'on désilote encore la structure pour la rendre plus active, plus dynamique, qu'on capte plus d'argent, c'est vraiment un handicap, et puis qu'on focalise les compétences. Donc c'est vraiment ce travail sur l'écosystème qu'on est ravis de mener ici, dans un environnement où je dis les composantes ont tous de l'excellence, et donc ça c'est une force incroyable. Alors vous l'aurez compris, on est dans l'innovation, donc les sujets d'hier ne sont pas les sujets de demain. Et si vous voulez venir écouter parler des sujets de demain, je vous invite à 17h30. Jean-Luc, vous animerez aussi la conclusion de cette journée, notamment avec la vision du pôle sur les deep tech. Pour devenir le centre de l'excellence française et européenne, cela demande aussi des investissements et un volontarisme politique. Axel Champagne. Axel Champagne, vous êtes la directrice adjointe des services de l'agglomération Paris-Saclay, chargée du développement économique, de l'innovation, du numérique et des mobilités. Dans un campus en pleine mutation, comment est-ce que le territoire participe à cette dynamique ? Comment est-ce que le territoire pousse des projets comme par exemple la Maison du Quantique dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui ? Comment est-ce que le territoire se prépare à l'arrivée de la ligne 18 qui va révolutionner aussi l'accessibilité ? Et comment est-ce que le territoire urbanise le plateau de Saclay pour répondre aux besoins sans perdre l'âme qui fait la richesse du plateau ? Que de questions. J'ai l'impression de passer un entretien professionnel. Déjà, excusez l'absence de Grégoire de la Série, donc le président de l'agglomération, qui est désolé et qui a été pris au dernier moment par une visite du chantier de Pompidou à Massy. Et donc, il fallait qu'il puisse représenter l'agglomération également sur ce beau projet qui fait partie du territoire Paris-Saclay. Donc, toutes les questions que tu poses sont importantes. J'ai envie de dire, dans un premier temps, l'agglomération, c'est, pour que tout le monde soit bien au fait, c'est la représentation des politiques, du vote des habitants du territoire, des 27 communes. Donc déjà, on a un petit sujet, le nom de Paris-Saclay. On est bien sur l'agglomération Paris-Saclay. Et donc, l'objectif d'une agglomération, c'est de gérer avant tout la compétence développement économique en lien avec la région qui, elle, est le stratège. Et en particulier parce qu'on touche la fiscalité économique des entreprises, et de toutes les entreprises, et pas que celles du plateau de Saclay. Et donc, je pense que l'objectif d'une agglomération, et en particulier de la volonté politique des élus de l'agglomération, c'est de réussir à ce que le campus du plateau de Saclay, et je crois que ça fait depuis plusieurs mandats, c'est pas que ce mandat-là, et je pense que ça fait écho aussi avec la vision qu'avait l'État de ce territoire, c'est que le plateau de Saclay ne soit pas une île. C'est pas un objet non identifié et c'est pas ce fameux écosystème. Quand je suis arrivée la première fois, tout le monde m'a parlé de l'écosystème. J'ai essayé de comprendre ce qu'était l'écosystème. Il faut que l'écosystème il soit ancré, et ça on en est à peu près tous convaincus territorialement, c'est-à-dire qu'il doit être l'accélérateur de la France, le plateau de Saclay, mais aussi du territoire. Et on a des entreprises, des vraies pépites qui sont à Courtabœuf, à Vissou, et dont il faut que le plateau puisse bénéficier à l'ensemble du tissu économique et également aux habitants,
aux commerçants, parce que ça génère du chiffre d'affaires également, la présence d'une force telle que celle qu'on a sur le plateau. Et donc je pense que vraiment l'objectif qu'on nous a donné, c'est de réussir à chaque fois d'essayer d'ancrer cet écosystème, de faire que les différents acteurs, les différentes cibles puissent se parler, organiser des événements comme on peut, pour que tout le monde se rencontre, passer des coups de fil, et l'ensemble des acteurs qui sont là. Je crois que l'Agglo est présent dans toutes les gouvernances, que ce soit des écoles, de l'université. Je crois qu'il y a que la SAT, et c'est normal, parce que là, vous êtes société, mais systématique. La French Tech, on a été tout à fait à l'origine de la création de la French Tech. On nous a dit non, campus Paris-Saclay, il n'y a pas besoin d'une French Tech. Et on a poussé au dernier moment, d'une semaine, tout le monde s'est retrouvé pour se dire si, on a besoin d'une French Tech. Et ce, depuis très longtemps. Et je pense que c'est important que l'agglomération puisse être présente dans les gouvernances des établissements académiques, mais également dans toutes ces structures d'accompagnement. On essaye d'être à chaque fois là quand on peut. Je crois que c'est la même raison qui a fait que Systématique a créé un collège des territoires. Et merci à Fabrice d'être présent dans nos organes également, au sein du Conseil de développement, qui à l'origine était présidé dans l'ancien mandat par Dominique Vernet. Donc on était bien dans cette volonté de pouvoir brasser, je dirais, et de tirer à chaque fois les liens. Après, l'agglomération, elle a une obligation qui est aussi de faire que ce territoire, ça ne soit pas qu'un grand parc d'activités ou un grand parc scientifique ou académique. C'est faire que les gens vivent, et vivent bien, que ce soit des salariés, des étudiants, les salariés des établissements, les entreprises. Aujourd'hui, la grosse interrogation pour beaucoup de prospects, c'est comment je fais venir mes salariés, comment ils vont adhérer à Paris-Saclay, même si on leur dit le métro arrive, ça ne suffit pas. Comment ils vont pouvoir se loger, comment ils vont pouvoir sortir, comment ils vont pouvoir aller boire un coup, aller au resto, etc. Et ça, c'est une responsabilité qui est très importante, hein, qui est celle des collectivités. Je ne dirais pas que des agglos, parce que les communes agissent aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'on doit passer d'une logique d'aménagement à une logique de développement maintenant, ce qui n'est pas évident à engager ces transitions. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir voir cette dynamique que prend le plateau. Je crois que Madame Retailleau le précisait tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'il y a des délégations qui viennent, tout le monde est surpris de cette évolution. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on capitalise, parce que à chaque fois qu'on se comparera, on sera tout petit, hein, souvent par le nombre d'entreprises ou le nombre de levées de fonds, etc. Mais cette dynamique, elle aspire, comment dire, aujourd'hui, on sent qu'il y a un vrai intérêt de se dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y a très peu de temps, c'est-à-dire la semaine dernière, avant-hier, pardon, il y a un très gros prospect qui nous contacte. On va dire c'est quand même la 4e fois que je passe sur la 118. Je vais dans le sud de la France à chaque fois, et je me dis que ça pousse là. Qu'est-ce qui se passe? Et donc ils sont intéressés pour venir. Et si on y arrivait, ça serait une belle chose. Mais ça, on ne peut pas y arriver tout seul. On peut y arriver que parce que voilà, vous êtes tous là, et parce qu'on peut gagner que quand il y a en gros, hein, l'université et IP Paris autour de la table, déjà, on marque des points. Donc, c'est de réussir à faire ce collectif, mais à faire que aussi, on arrive à suivre sur toutes les infrastructures qui vont suivre la ligne 18, parce que la ligne 18 arrive. Mais autant vous dire que c'est un peu complexe, parce qu'il faut faire tous les rabattements, parce que la géographie est quand même là. Hein. La géographie, les habitants, ils sont dans la vallée depuis des siècles, et il faut les faire monter sur un plateau où il n'y avait rien avant. Et donc, on doit travailler tous ces rabattements avec IDFM, donc on est en plein dedans. Le plan transport, ça c'est un petit message passé aux académiques, le plan transport est en cours de préparation pour une validation pour la fin d'année, pour voir comment on redistribue les lignes de bus avec l'arrivée de la ligne 18, donc en vue des futures délégations de services publics. Donc les bus, les réseaux de fibres, les réseaux d'assainissement, les déchets, etc. Et évidemment, tout ça, ça se fait en lien avec l'aménageur, avec l'EPA, mais c'est un travail de tout le temps. Sur le quantique, je voulais réagir. J'ai envie de dire que sur la maison du quantique, on n'a pas les compétences suffisantes pour être vraiment en impulsion, et il y a suffisamment d'experts. Par contre, je pense que là, notre responsabilité, parce qu'on a cette compétence aussi de l'offre économique, c'est de dire OK, on va peut-être pouvoir incuber, on va peut-être pouvoir faire sortir Candela ou Alice et Bob ou autres, mais les usines, la production demain, est-ce qu'elle doit partir ailleurs? Est-ce qu'elle doit partir en Asie obligatoirement ou autre? Donc,
La question qu'on a posée tout de suite avec Karine, hein, quand elle nous a présenté le projet, c'est de dire, nous, territoire de l'agglomération Paris-Saclay, mais nos collègues de Versailles et de Saint-Quentin aussi, hein, c'est comment on peut prévoir le parcours résidentiel de toutes ces pépites-là. C'est-à-dire comment on peut passer au manufacturing, prévoir demain des usines. Aujourd'hui, hier soir, réunion publique à Verrières-le-Buisson, une sublime start-up incubée, née chez vous tous, tout le monde la reconnaîtra. Eh ben, elle ne sait pas comment elle fait dans un an pour trouver des nouveaux locaux, pour continuer de croître sans être obligée de déménager parce qu'il y a une expropriation, etc. etc. Donc sur l'offre résidentielle d'entreprise, on a besoin d'être là et on ne peut pas le faire tout seul parce qu'on a besoin des entreprises, de vous tous, comprendre le marché, savoir ce qui va venir. En plus, on a peu de foncier disponible, nous, directement. Donc convaincre les investisseurs privés, c'est plutôt ce rôle-là qu'on joue. Et enfin, le dernier, et là, c'est vraiment la volonté... j'ai envie de dire vraiment porté par le président, hein, c'est de dire qu'aujourd'hui, on doit aller plus loin, on doit accélérer, on doit jouer collectif, on doit être présent à l'international, on doit être en attractivité. On ne peut pas le faire tout seul, ça n'a aucun sens. On a fait des délégations, on continue d'y aller. C'est de structurer une offre, comment on travaille la marque Paris-Saclay, comment on organise l'accueil des étudiants. En ce moment, on a tous les admissibles. On a essayé de sortir un truc parce que c'est une catastrophe. On a tous les admissibles qui arrivent. Ils ne savent pas passer comment monter les marches avec les valises. Donc, essayer de travailler tous ensemble pour avoir une offre d'accueil, accueillir des étudiants, les loger, accueillir des salariés, accueillir des délégations étrangères. Je pense que c'est la prochaine phase. C'est vraiment de réussir ce travail et d'attractivité et d'accueil pour notre territoire avec une offre de service à développer qui peut se faire que tous ensemble. Donc, il faut trouver la gouvernance, et les outils derrière pour mutualiser des moyens, parce que ça n'a pas de sens aussi d'aller tous se payer un stand, chacun dans notre coin. Enfin, en tous les cas, c'est un avis politique d'ailleurs, pas que technique. Merci beaucoup Axel. Alors, pour deux petites preuves du volontarisme de l'agglomération qu'on ne retrouve pas chez toutes les administrations qu'on peut rencontrer en France, c'est tout d'abord le Paris-Saclay Summit qui a été lancé par l'agglomération depuis il y a maintenant 2 ans et qui a lieu ici au mois de février. Maintenant, il va falloir pousser les murs tellement l'événement rencontre un succès. Et puis une autre instance qui a été lancée il y a la semaine dernière par l'agglomération, c'est un comité éthique et scientifique qui rassemble un certain nombre d'acteurs d'entre nous, notamment Sylvie Retailleau qui en est la présidente et qui justement, ce comité va pouvoir aider les élus dans leur prise de décision grâce au travail, aux réflexions et aux échanges que peut avoir la communauté qui est sur Paris-Saclay. Merci beaucoup à tous d'être venus. Vous l'aurez bien compris, donc Paris-Saclay, ce sont des acteurs incontournables et complémentaires pour aider la recherche, l'innovation et la formation. Nous avons besoin, je crois, les uns des autres pour maintenir l'ambition de ce projet. Merci à tous. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je n'en vois pas. N'hésitez pas, nos intervenants seront encore là après. Merci beaucoup à tous. Et puis...